J'aimerais que vous pensiez à votre objectif, à la chose avec laquelle vous aimeriez gagner en motivation, que ce soit amincir, maigrir, arrêter de fumer, créer ton site. Et j'aimerais que vous listiez comme ça, allez, 5 valeurs, on va en prendre 5. Normalement, il en faudrait 10. Hein. Mais notez les 5 valeurs qui vous viennent, comme ça, en tête. Dans le désordre, hein, vous notez celles qui vous viennent. Et puis ensuite, une fois que vous les avez notées, vous essayez de les mettre un peu plus dans l'ordre, avec celle qui vous paraît la plus importante. Alors des fois, ça va être dur, parce que vous dites « Ah, mais si celle-là, je la mets en deuxième, en troisième, ça veut dire que je l'aime moins bien. » Bah, par exemple, je sais pas, tu as un objectif ? Tu sais arrêter de fumer ? Ok. Pourquoi ? C'est quoi ton pourquoi ? Parce que ça, c'est le premier truc du travail, hein, les valeurs, de les lister. Après, il y a un autre travail. C'est d'aller encore plus loin, finalement. C'est qu'est-ce qu'elles m'apportent vraiment, ces valeurs-là. Tu les as déjà notées, peut-être ? Non, j'ai rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Ah, d'accord. Merde. N'arrêtez pas de fumer maintenant. C'est pour le tabac ? Vous venez me voir ? Entre autres ? Ah oui, entre autres. D'accord. Ça va, ça ? Il y a des questions, des trucs, des machins, des bidules, des choses, des très globaux. Une réflexion peut-être ? Oui. Justement dans le fait de lister, par exemple, 10 valeurs. Oui. C'est quelque chose que je rencontre professionnels. Bref, passons. C'est vrai que c'est un peu kafkaïen pour les personnes de choisir. Oui. C'est extrêmement complexe. Et sur un temps de réflexion, par exemple, d'échange, etc., finalement, les personnes ont beaucoup de difficultés à le faire. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre justement d'approfondir cette question de quelle est la valeur que je préfère, parce que mettre en balance de choses, c'est extrêmement compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est ce qu'on appelle typiquement, c'est un mot un peu jargon, ce qu'on appelle de la calibration. La calibration, c'est l'idée que quand quelqu'un nous raconte quelque chose, on arrive à voir sur son visage, sur son corps, si ce qu'elle dit est cohérent avec ce qu'elle vit. Si je vous dis, par exemple, cette soirée, elle est vraiment géniale. Franchement, aujourd'hui, j'ai un public d'enfer. Je crois que j'en ai jamais eu un comme ça, tellement il est vraiment, vraiment bien. Vous pouvez peut-être vous dire, je ne suis pas sûr de ce qu'il raconte. C'est bizarre. Par contre, si je dis, aujourd'hui, moi je prends un plaisir énorme à être avec vous, je me sens, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a plein d'énergie, je me sens, en plus on discute, on échange, c'est pas la même chose. C'est plus incarné. Donc la première étape, c'est quand on questionne les valeurs, d'essayer de calibrer si quand la personne elle nous parle de sa santé, quand la personne elle nous parle de la réalisation de soi, des valeurs qu'elle va nommer, si elle les vit en même temps qu'elle en parle. Ça, c'est la première façon. Ce qui n'est pas forcément facile en soi, parce que ça demande de questionner, puis ça demande une bonne observation. Est-ce que nécessairement nos valeurs doivent être déjà présentes dans notre vie? C'est-à-dire qu'on peut voir déjà que ces valeurs sont présentes sous une autre forme? Très souvent, celles que tu vas voir, elles sont déjà là. Et c'est aussi le problème qu'on retrouve dans le travail, dans les valeurs, c'est qu'on retrouve celles qui sont déjà là, alors que ça serait intéressant d'aller voir vers celles qui sont inconscientes d'une certaine façon, et qui ne sont pas encore bien présentes. Tu vois, c'est comme la santé. C'est logique qu'un fumeur veuille travailler sur sa santé. Mais très souvent, ce n'est pas la valeur première. Dans la valeur première, non, ce n'est pas dans la valeur première, ça ne veut rien dire, mais une des valeurs que moi je rencontre très souvent, derrière, c'est la santé. Qu'est-ce que ça t'apporte, la santé ? Ça m'apporte de voir grandir mes enfants, l'amour, peur de l'abandon, d'abandonner ceux que j'aime. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une peur, mais derrière il y a des valeurs d'amour. Je vais faire, c'est le côté un peu eau de rose, mais on est tous dirigés par l'amour. Hein. Tout ce qu'on fait, on le fait par amour, soit pour être aimé, soit pour aimer.
Le rejet, le jugement, c'est souvent une peur de ne pas être aimé, une peur de ne pas être à la hauteur d'être aimé. L'abandon, c'est pareil. L'inverse de la peur, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Ou ça va trop vite. L'inverse de la peur, c'est quoi pour vous l'inverse de la peur? C'est même pas peur, c'est ça? Ouais, mais c'est quoi la confiance? Voilà, il y a plein de mots. Mais quand on est dans l'amour, on ne peut pas avoir peur. Non. C'est ce qu'on peut aimer sans avoir peur. C'est qu'il y a un truc dans l'amour qui gêne. Mais l'amour pur, au sens, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, moi, je t'aime. On ne peut pas avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, prenons des exemples de personnalités, pas prendre des clichés, mais l'abbé Pierre, les mères Teresa, Gandhi, enfin des gens qui par amour étaient prêts à mourir, à faire tout ce qu'il fallait pour aller vers ce qu'ils voulaient. Ah, c'est pas l'amour bisou bisou, hein? Ouais. C'est un amour, ouais, d'aucuns disent inconditionnel, mais c'est plus fort que je t'aime, je te fais des bisous. C'est l'amour d'un parent pour son enfant, peut-être, et encore. Oui. Mais parfois, la peur de perdre avec les enfants, elle n'est pas vraiment là où... Il y a des parents qui ont peur de perdre leurs enfants juste quand les enfants s'en vont. C'est rigolo. Quand les enfants s'en vont au sens émotionnel aussi. Ils deviennent un peu plus libres. Et moi, je vois des parents comme ça, on travaille sur ça, on travaille sur la peur de l'abandon lié à l'enfant. Mais c'est pas parce que l'enfant il est plus là, hein. C'est juste parce que l'enfant il fait sa vie, il part, il déménage, il va loin. Ça parle à quelqu'un? Ouais, d'accord. Désolé madame, c'était pas orienté. Du coup, j'en étais où moi avec toutes ces bêtises? Enfin non, c'est... Les valeurs. Oui, alors, donc la calibration, exact. Donc, premier moyen de repérer une valeur chez quelqu'un, c'est de calibrer un petit peu ce qu'il en pense. Enfin, comment il en parle. Le deuxième moyen, c'est de lui faire noter, de le laisser prendre son temps et vraiment qu'il écrive et qu'il lâche tout ce qu'il a à écrire là-dessus. Et en relisant ce qu'il a écrit, très souvent, on va commencer à voir émerger les peurs, les blocages, les besoins qu'il y a derrière ça. Donc on peut l'appliquer à nous-mêmes aussi. Ah oui, ouais, il faut même, je pense. Je pense que c'est un travail qu'on devrait tous faire, surtout quand on décide de commencer un projet, quand on décide de changer de vie, quand on décide d'avoir un objectif. Comme on cherche tous à avoir des états émotionnels puissants, qu'on appelle valeurs, on va aussi tous chercher à éviter des états émotionnels puissants, qu'on va appeler antivaleurs. Et dans l'antivaleur, dans les antivaleurs, il va y avoir l'injustice. C'est des exemples que je donne. Hein. Il va y avoir le rejet, il va y avoir la culpabilité, il va y avoir l'humiliation, il va y avoir, je sais pas, vous pourriez en imaginer. Hein. J'aimerais que vous notiez les états émotionnels que vous voulez vraiment éviter, ce qui vous fait vraiment mal quand vous le vivez. Que ce soit de l'injustice, de la culpabilité, de l'humiliation, de l'abandon, et j'en passe. Par rapport à un projet ou de façon globale? De façon globale. Déjà, de façon globale pour s'entraîner. Parce qu'on va voir que très souvent, imaginez quelqu'un, sa valeur forte, c'est, je sais pas moi, la réussite. Puis que sa première antivaleur, c'est l'échec. Bah, ça va être compliqué d'aller vers la réussite si l'état émotionnel qu'il veut absolument éviter est l'échec. Ça va générer un conflit à l'intérieur. Si je réussis, mais en même temps, si j'échoue. Et du coup, on est entre les deux. Et on procrastine. Parce qu'on a envie de réussir, c'est quelque chose qui nous anime. Mais en même temps, on a tellement peur d'échouer qu'on ne veut surtout pas vivre ça. Imaginons une personne, sa valeur forte, c'est l'amour. Mais qu'en même temps, ce qu'elle a absolument envie d'éviter, c'est le rejet. Ou l'abandon.
Ça va être hyper compliqué d'être dans l'amour, d'un amour véritable. Il va souvent y avoir des problématiques un peu d'amour commercial, entre guillemets. Je fais ça si tu fais ça. Ça peut arriver. C'est pas logique, les valeurs et les antivaleurs, elles vont être comme ça. Ben, je pense pas qu'il y ait de logique là-dedans. Je pense que c'est la dualité. Mais si tu veux vraiment aller vers l'amour, Bah, si c'est une valeur forte, du coup, c'est normal que les autres... bah, par exemple, si moi je veux aller vers la réussite, et que ce que je veux absolument éviter c'est l'échec, je suis un peu embêté. Parce que je sais que pour aller vers la réussite, je vais devoir échouer. Parce que même si ça paraît logique, je ne peux pas garder ça. Sinon je suis bloqué. Et on est dans le rapport plaisir-souffrance aussi. Je sais pas si j'ai compris. La non-valeur, il faut la trouver par rapport à ce qu'on a fait comme valeur. Non, 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 c'était des exemples que je donnais. On le fait après ça, pour les mettre un peu en face. Ouais. Pour débuter. C'est pas un exercice qu'on fait en 10 minutes. Hein. C'est un exercice qu'on fait, on y revient. C'est mieux d'être avec quelqu'un qui fait le même exercice. Si vous pouvez le faire ensemble, c'est encore mieux. Moi, je donne ça souvent comme exercice. Quand les gens viennent me voir, je leur dis, bon bah ok, donnez-moi votre mail, je vais vous donner quelques exercices à faire entre deux. Tout à l'heure, on disait que l'intelligence émotionnelle, c'est accueillir ses émotions, les accepter, les utiliser. D'accord ? Je ne pense pas qu'on peut absolument faire en sorte que le rejet n'existe plus chez nous. Parce que c'est une peur fondamentale, le rejet. C'est-à-dire que notre cerveau, il est encore câblé comme il y a des centaines de milliers d'années. Et il y a des centaines de milliers d'années, c'était plus grave de se faire rejeter par son groupe qu'autre chose. Et c'était une peur, notre cerveau est câblé pour avoir peur de se faire rejeter par son groupe parce que c'est synonyme de mort. Et comme notre société a grandi et évolué beaucoup plus vite que notre cerveau avec notre système limbique et notre système, notre cerveau reptilien, il est encore câblé là-dessus. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on peut complètement enlever le rejet. Mais quand on accepte les émotions qu'on vit, qu'on les accueille, et qu'on les utilise, et qu'on en fait quelque chose, ben on ne l'enlève pas en fait. Elle devient quelque chose d'intéressant. Elle devient une émotion qu'on utilise. Je ne crois pas que fondamentalement il faut enlever quelque chose aux gens. Je pense juste qu'il faut leur apprendre à travailler avec et les utiliser. Vous savez, c'est ce qu'on appelle... moi, je travaille beaucoup avec la vulnérabilité. Si j'accepte d'avoir peur de vous, quand je vous parle, et que surtout, je ne me cache pas, que surtout, je n'essaye pas de le cacher. Parce que si j'essaie de le cacher, vous allez le voir tout de suite. Je vais dire, ah oui, ça se voit. Il a respiré un peu comme ça. Il s'est mis derrière son tableau. Comme ça. En fait, quand on accepte qu'on est vulnérable sur certains trucs, on ne peut plus nous attaquer avec ça. On ne peut plus souffrir de ça. C'est tant qu'on ne l'accepte pas qu'on souffre. Il y a des personnes qui me disent « Oui, mais vous savez, si j'avais fait ça, et si à cette époque-là, j'avais réagi comme ça ?» Peut-être. Mais on ne peut pas changer le passé. Quelqu'un qui a vécu, qui vivait en Haïti et qui a vu sa maison détruite. Il ne peut pas se dire « Ouais, mais s'il n'y avait pas eu cet ouragan-là, peut-être que ma maison elle sera encore debout. » Non, il est obligé d'avancer et de reconstruire. Pas le choix. C'est là. Et bien, très souvent, dans le travail sur soi, on est obligé d'accepter, l'accueillir, accepter, utiliser et avancer avec. Ça n'empêche pas qu'on peut apaiser certaines souffrances. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des deuils. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur l'acceptation, sur le pardon, sur tout ça. Mais vouloir changer un truc, je veux plus de colère, c'est pas possible. Je suis désolé pour ceux qui voulaient plus de colère. Mais parfois, c'est pas évident à comprendre. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis ou... Concrètement, c'est comment faire, en fait, parce que... Le comment ? Si on le comprend, après, c'est comment... Ouais. C'est une bonne question. Alors, comment on fait ? Je sais pas, Eh bien, vous avez mes cartes. Le fait d'accepter dans l'acceptation,
l'acceptation déjà, comme vous disiez, de façon... Comment on fait pour accepter? Considérer que le passé, qui de toute façon on ne peut pas le refaire, et donc c'est d'accepter finalement aussi sa progression. Comment on fait pour passer de l'intellect, le savoir, à je le vis, je le ressens? C'est la cause de soi. J'ai pas compris. Le ressentir dans son corps, Ouais. Comment? avec ses émotions, Ok. accepter d'avoir mal. Qui a dit ça? Ouais. C'est ça ce qu'on se dit qu'on l'intègre en fait. Non. Le dire. Ouais. Dire, c'est facile de dire, mais c'est après de recevoir, enfin ou vraiment de mettre la pensée sur ce qu'on dit. C'est Tout ça, c'est des concepts en fait, qu'on comprend très bien intellectuellement. Oui. La gratitude, oui. La gratitude, la compassion. Vous savez qu'il y a des études très scientifiques sur le bonheur. Vous savez que ça existe, ça? Il y a des gens qui s'intéressent au bonheur et qui essayent de comprendre comment fonctionne le bonheur. Et la gratitude et la compassion, c'est les piliers du bonheur. Le comment. Ouais, le comment. C'est la question à 10 000 points. À 1 000 euros. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse unique à ça. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse unique parce qu'on n'est pas des robots et qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout change chez nous. Je pense que ça dépend beaucoup de là où on en est aujourd'hui et de là où on veut aller. Il y a beaucoup de choses qui, moi, m'embêtent un petit peu dans le développement personnel. Parce que je vois beaucoup de gens qui peuvent être un petit peu en mode déréalisé ou sorti un peu de la réalité avec le développement personnel. Je ne pense pas que le tout positif soit hyper intéressant, par exemple. Parce qu'encore une fois, pour que le positif soit vécu et existe, il faut qu'il y ait des choses qui nous arrivent. C'est important qu'on lutte un peu, qu'on ait un peu le goût de l'effort pour se sentir bien. Sinon, on ne peut pas le percevoir, le ressentir, le vivre. Si on veut tout éviter, tout fuir, tout... Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je crois vraiment que ça passe par l'acceptation. C'est à un moment donné de se répéter. Moi, je crois en fait que je serais plus utile à une personne 5 minutes par jour que 1 heure tous les mois. Ou tous les 3 semaines en accompagnement. Parce que je pense que d'aller mieux, ça peut prendre 5 à 10 minutes par jour. Mais il faut le faire tous les jours. Et la première question qu'on peut se poser quand on veut aller mieux, quand on veut accéder à un objectif puissant, quand on veut changer sa vie, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement pour commencer à changer ma vie? C'est pas qu'est-ce que je veux imaginer, qu'est-ce que je veux penser, ça en fait partie. Mais l'important, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi l'acte que je pose? Et ça, on le voit dans la 3e partie de la motivation, c'est le passage à l'action, c'est rester focus sur ce qu'on veut, sur notre but, et en même temps de se dire aujourd'hui, c'est quoi le premier pas? Donc quand on se demande comment on fait pour bouger concrètement, eh bien, on commence par se demander c'est quoi le bouger? Ça veut dire quoi en fait? Il y a sûrement quelque chose qui te motive, dont tu as envie à l'intérieur, de bouger un truc, de changer quelque chose. C'est quoi précisément? Et comment tu fais, imaginons que c'est un truc que tu veux bouger, et peut-être que ça ne bougera pas du jour au lendemain. Peut-être que ça prendra 3 mois, 6 mois. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je fais si c'est dans 3 mois? Qu'est-ce que je fais dans 1 mois? Qu'est-ce que je fais dans 2 semaines? Qu'est-ce que je fais dans 1 semaine? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi l'acte que je pose? Je vais vous reparler de moi. Moi, j'ai repris le vélo d'intérieur. Vous voyez, ce vélo un petit peu là. Je suis là comme ça. J'ai repris ça en décembre. Bon, je perds pas de poids. J'annonce. Je comprends pas. Mais j'arrête pas parce que ça me fait plaisir. Maintenant, ça me manque en fait. J'ai pas fait mon vélo, ça me manque. Mais au début, je faisais 20 minutes. 1 fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à faire 20 minutes 2 fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à faire 20 minutes 3 fois par semaine. Puis là, ça fait décembre, janvier, février. Ça fait 3 mois. Aujourd'hui, je fais 1 demi-heure. Je suis monté 5 minutes. J'ai accéléré. Enfin, je l'ai fait plus souvent. Aujourd'hui, je suis à 30 minutes et j'en fais 4-5 fois par semaine. Mais ça me plaît.
qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai entraîné mon corps, j'ai entraîné mon esprit, j'ai entraîné ma motivation à le faire progressivement. Mais si je m'étais mis sur le vélo et que j'en fais 4 fois ou 5 fois par semaine pendant 3 quarts d'heure, mon corps il aurait dit non, sérieux, pourquoi tu me fais ça? Tu m'aimes pas? C'est vrai, et moi je vois des gens, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait de sport, et ils vont se mettre à faire du sport avec quelqu'un qui en fait tous les jours depuis 20 ans. Mais on va courir demain, oui on va courir. Mais c'est pas possible, le mec il est là tranquille, et ça va. Et là il y a toute la clope, il y a tout l'alcool, il y a tous les 10 ans de gras, de tout ça, de malbouffe qui reviennent. Il y fait les mecs parce que c'est son pote, donc il a de l'orgueil aussi. Puis il rentre le soir, il dit à sa femme, putain, et le lendemain il range comme ça. C'est pas possible, le corps il peut pas accepter ça. Ça vous parle ou pas? Il faut y aller progressivement. Et quand on veut construire un objectif, bah c'est exactement pareil, qu'il soit émotionnel, physique ou professionnel. Sinon vous allez droit dans le mur.